Bonjour à tous! Il y a quelques mois, je vous avais fait le top 10 de mes œuvres d'art paléolithiques préférées. C'était pour fêter mes 10 000 abonnés. Ouais, j'aime bien faire des top 10 quand j'ai des trucs super cool à fêter. Et ça tombe bien parce que j'ai à nouveau un truc super cool à fêter. J'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe de chroniqueurs de l'émission Historiquement Chaud sur Histoire TV. Historiquement Chaud, c'est un talk show qui est diffusé tous les samedis à 20 h. On y discute livres, expositions, films historiques, bref, tout ce qui fait le buzz dans le petit monde des aficionados de l'histoire. Et il y a quelques jours, j'ai fait ma toute première chronique sur la Vénus de Renancourt. Pour fêter mon intégration dans cette équipe de choc, je vous propose donc un top 10 des plus belles Vénus du Paléolithique. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur cette chaîne et qui ne sont pas encore très à l'aise avec la préhistoire, bon bah déjà, ne t'inquiète pas, Tata Jen va s'occuper de toi. Et puis surtout, une petite définition pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une Vénus ? Une Vénus, c'est une petite statuette féminine, généralement dénudée, généralement plutôt gironde, qui a été effectuée pendant le Paléolithique supérieur. En gros. Évidemment, nous ne parlerons pas de la Vénus de Brassempouille. Vous avez vu, grâce à vous, je sais enfin comment le prononcer. Tout simplement parce que la Vénus de Brassempouille, c'était mon numéro 1 dans le top 10 des plus belles œuvres d'art paléolithique. C'est la plus belle d'entre toutes, la déesse incontestée du game. Intéressons-nous donc aux 10 dauphines de cette sublime reine de beauté. Numéro 10, une des très nombreuses Vénus du site de Kostienki. Alors pourquoi avoir choisi celle-là? Eh bien d'abord parce qu'elle est clairement enceinte. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'au début de la recherche en préhistoire, on s'est dit que toutes les Vénus étaient des femmes enceintes. Et puis en y regardant d'un peu plus près, on s'est aperçu que c'était plutôt les corps de femmes ayant eu des grossesses multiples. Les femmes clairement gravides, dans l'art paléolithique, c'est pas si courant que ça. Alors on en a, bien évidemment, comme par exemple la Vénus de Sireuil ou la plaquette de la femme aurène de la logerie basse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le site archéologique de Kostienki fournit 31 Vénus enceintes pour un total de 32 Vénus sur le site. Belle statistique. Et si je vous parle de cette Vénus, c'est aussi parce qu'elle est très symptomatique du phénomène de projection fantasmagorique de certains préhistoriens dès qu'ils voient une femme nue représentée au Paléolithique. Vous pourrez en effet trouver cette Vénus sous l'appellation de l'esclave. Et vous pourrez même lire sous la plume de certains préhistoriens, comme Timothy Taylor par exemple, mais il n'est pas le seul, qu'il y avait carrément un phénomène bondage à Kostienki. Pourquoi? Eh bien parce que sur le même site, il y a une autre Vénus, celle-ci, qui selon lui présente clairement des liens faits pour mettre en valeur la poitrine. Alors je vous propose de réanalyser très rapidement ces deux Vénus avec un tout petit peu plus de rigueur scientifique et un tout petit peu moins de frustration sexuelle. Concrètement pour l'esclave par exemple, que voyons-nous? Un lien, possiblement en matière végétale, possiblement en fourrure, que la femme tient dans ses mains et qui entoure également ses poignets. Remettons ça un tout petit peu dans le contexte si vous le voulez bien. Nous sommes face à une femme gravide et plutôt en fin de gestation puisqu'elle a par exemple le nombril proéminent qui est assez caractéristique d'une fin de grossesse. Alors au lieu de projeter ses fantasmes sur cette pauvre Vénus de moins 22 000 ans qui n'a rien demandé à personne, si on se penchait un petit peu sur les données de la science obstétricale dans les sociétés traditionnelles, ça pourrait nous aider à trouver une explication. Alors il se trouve que dans les sociétés traditionnelles, et même en fait en France jusqu'au 19e siècle, on utilisait beaucoup un instrument, qui est un instrument en textile, que les femmes prenaient dans leurs mains, entouraient autour de leurs poignets, et qui leur servait à pousser sur leur ventre pendant l'accouchement. C'est-à-dire que vous poussiez mécaniquement sur l'extérieur du ventre en même temps que vous poussiez tout court. Entendons-nous bien, je n'affirme pas qu'il s'agit de ce dispositif. Je dis juste, et d'autres personnes l'ont dit avant moi, que c'est une hypothèse plausible qui mérite d'être explorée. Et quid de notre Vénus adepte du shibari à une époque où le Japon n'avait pas encore communiqué avec la Russie? Alors je ne pensais pas faire ça un jour sur cette chaîne YouTube, mais c'est l'heure du tuto bandage les amis. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Pour effectuer un lassage bondage qui permettra de maintenir les mains de votre partenaire dans son dos, il vous faudra en effet faire un croisillon sur son torse. Mais ce croisillon devra passer entre les seins puis les soutenir par le bas, ce qui ne semble pas être le cas ici. Mais bon, admettons que les seins lourds de la dame nous empêchent d'y voir clair. Ok, certes, mais on voit très bien les bras de la femme au niveau du biceps, et il n'y a pas le moindre indice de lien qui passe par là. Or, pour immobiliser les bras, c'est quand même plus pratique. Allez, on regarde derrière juste pour le fun.
Derrière, la forme correspond à peu près pour la partie supérieure, soit, mais les éléments les plus évocateurs de la domination, c'est-à-dire le lien qui enserre les poignets, n'auraient pas été représentés. Bizarre tout ça. Dites donc, l'hypothèse n'aurait pas été construite un petit peu rapidement ? Ah bah je veux, oui, c'est bien simple, quand il émet la possibilité de pratique SM sur cette Vénus, Timothy Taylor admet ne même jamais avoir vu la statue de dos. Alors qu'est-ce que c'est finalement ? Vous voulez mon avis ? Probablement un porte-bébé. C'est tout de suite beaucoup moins excitant, mais c'est beaucoup plus probable. Et en effet, on a plusieurs représentations de possibles porte-bébés dans l'art paléolithique. En tout cas, de systèmes de portage dont l'emplacement et la taille pourraient avoir accueilli des enfants. Enfin, tu peux aussi t'en servir pour balader autre chose. Numéro 9, la Vénus de Willendorf. C'est probablement une des Vénus les plus connues. Du coup, elle a fait l'objet de beaucoup de produits dérivés qui sont assez rigolos. Et elle est entre autres connue pour avoir été censurée par Facebook. Je l'aime beaucoup pour deux raisons. D'abord, elle porte une petite coiffe assez sympathique que vous pouvez retrouver sur d'autres Vénus, comme par exemple la Vénus de Brassampouille ou la fameuse Vénus de Renancourt. Alors on n'est pas très sûr de ce à quoi pouvaient correspondre ces coiffes. Il s'agissait peut-être de coiffures, de tresses africaines ou bien tout simplement de petits bonnets comme ceux que l'on a retrouvés en contexte archéologique dans, par exemple, la sépulture de la Dame de Cavillon. La deuxième raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est parce qu'elle est dans une position assez caractéristique de certaines Vénus d'Europe de l'Ouest, avec les deux avant-bras posés sur les seins. Bon, faut des seins pour pouvoir le faire, mais tu vois ce que je veux dire. Cette position est par exemple celle d'une Vénus ultra connue qui suit immédiatement dans le classement la Vénus de Lespugue. Quel sens de la transition! Numéro 8, la Vénus de Lespugue. La Vénus de Lespugue a été retrouvée dans un contexte très particulier. Elle a été retrouvée en grotte près d'un foyer. Et il y a un chercheur du MNHN qui s'appelle Denis Vialou qui nous propose de voir cette Vénus comme une Vénus qui était destinée à être plantée dans le sol près du feu. Ça aurait permis de projeter sur le mur de la grotte une ombre chinoise de cette Vénus, ombre du coup un peu dansante en suivant les mouvements naturels des flammes du foyer. Je sais pas si c'était ça, mais ça serait drôlement classe. Et connaissant l'amour des préhistoriques pour le mouvement dans l'art, on en a déjà parlé sur cette chaîne, eh bien ça serait pas idiot comme hypothèse, hein ? Pas idiot du tout. Et enfin, n'oublions pas que la Vénus de Lespugue, c'est tout de même l'une des plus grandes muses du mouvement cubiste. Pourquoi ? Ça aussi, c'est une belle histoire. Eh bien, la Vénus de Lespugue, elle a été cassée accidentellement au moment de la fouille archéologique. Elle a pris un coup de bêche. Ça a donc créé des lignes de cassure franche au niveau du torse et une différence de couleur entre le matériau neuf à l'intérieur et la patine un peu sombre à l'extérieur. Elle a complètement hanté l'esprit d'Alberto Giacometti et de Pablo Picasso qui possédaient plusieurs moulages de la Vénus dans leur atelier. Bref, la Lespugue est peut-être à l'origine de ça ou de ça. Plutôt balèze. Numéro 7, la Vénus dite polychinelle de la grotte de Grimaldi. Cette Vénus fait partie d'un grand lot de Vénus en stéatite verte. La stéatite verte, c'est une pierre plutôt dure, du coup plutôt difficile à manier et qui demande une grande expertise technologique et aussi pas mal de temps de boulot pour réussir à faire quelque chose de joli. C'est une bonne raison de l'aimer, mais il n'y a pas que ça. Elle fait partie de ce lot de Vénus qui présente la vulve représentée sur le pubis. Oui, parce que les Vénus avec des fentes vulvaires hyper marquées ou beaucoup trop hautes d'un point de vue anatomique, c'était pas suffisant, pas assez explicite, donc les mecs se sont dit mets ça là. Certains préhistoriens ont vu ce genre de Vénus, comme la Vénus polychinelle ou la Vénus de Monpazier, comme des œuvres pornographiques, produites par des hommes pour des hommes. Moi j'aime bien l'idée de me dire que si ça se trouve ça a été produit par des femmes, pour des hommes. Un genre de manuel d'utilisation. Numéro 6, la Vénus de Weinberg. Alors la Vénus de Weinberg est loin d'être d'une facture absolument sublime, mais elle est assez intéressante parce qu'elle est représentative d'un certain jeu de formes que les préhistoriques affectionnaient tout particulièrement. Et oui, ils aimaient bien distiller dans leur représentation féminine des petits éléments masculins par-ci par-là. Parce que si vous regardez cette Vénus et que vous lui occultez les jambes, eh bien clairement on dirait un... Voilà quoi. Surtout que si vous la regardez par-dessus, il y a la représentation d'un orifice qui fait clairement penser à... Voilà quoi.
C'est ce que certains préhistoriens qualifient d'anamorphose ou de calembour formel, parce que vous pouvez voir différentes choses derrière un même objet. Ce jeu de forme se retrouve aussi dans l'art pariétal, et l'exemple le plus connu, c'est celui de la Vénus de Chauvet, qui a été représentée sur un stalactite qualifié de phallique par certains préhistoriens. Numéro 5, la Vénus à la corne de la grotte de Lossel. Déjà parce qu'il s'agit d'une des plus grandes Vénus paléolithiques qui existent. Le bloc total fait 54 cm. Et puis moi, personnellement, j'aime bien son style capillaire. Ça change un petit peu des bonnets quadrillés qu'on voit habituellement. Alors ça peut paraître un petit peu superficiel dit comme ça, sauf que la question de la représentation de soi à l'intérieur d'un groupe humain, c'est quelque chose de relativement important. Comment je me définis par rapport au groupe voisin, comment je me définis dans ma régionalité ou comment je me définis à l'intérieur de mon groupe. En tant que femme célibataire, mariée, mère, ménopausée, que sais-je encore. Bref, la mode et les apparences dans les sociétés traditionnelles, c'est une affaire très sérieuse. Et puis bien évidemment, cette Vénus a beaucoup fait parler d'elle à cause de la corne qu'elle tient dans la main. L'une des hypothèses préférées du grand public, c'est qu'il s'agit d'une préfiguration du symbole de la corne d'abondance. Bon. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant sur cette corne. Elle est hachurée de 13 incisions, et 13, c'est le nombre de mois lunaires. Si les mecs suivent le calendrier grégorien. Ouais. Et oui, mais l'interprétation, c'est pas facile en préhistoire non plus, hein. J'aimerais vous y voir. Oh, ceci dit, on a une Vénus, c'est sur le site de Malta, et elle a 28 incisions sur elle. Et 28, c'est le nombre de jours d'un cycle menstruel moyen chez une femme actuellement. Bref, tout ça pour vous dire qu'il existe un courant de recherche en préhistoire qui tente de lier représentation féminine du paléolithique et connaissances proto-endocrino, proto-gynéco, proto-je connais mon cycle, du coup je peux limiter les naissances, ce qui est quand même bien pratique parce que comme je suis chasseur-cueilleur nomade, les grandes familles c'est galère. Voilà. Numéro 4, la Vénus de Dolny Vestonice. Alors pour être parfaitement honnête avec vous, cette Vénus ne me touche pas particulièrement d'un point de vue strictement esthétique. En revanche, elle a une particularité intéressante. Elle est en céramique. Ah ah! On vous a dit que la céramique était une invention néolithique? Complot! Fake news! Heureusement, cette Vénus, datée entre 29 et 25 000 avant le présent, est là pour nous rappeler que le travail de la terre cuite existait déjà. Alors effectivement, ça ne devait pas être généralisé à tous les groupes, sinon on en aurait trouvé plus. Et puis il se peut aussi que la technique ait été encore un petit peu balbutiante, parce que qui dit céramique mal cuite, dit céramique qui ne se conserve pas. En tout cas, la technique était déjà en marche. Et puis cette Vénus est intéressante parce que c'est l'une des rares Vénus connues du grand public qui porte un vêtement. Regardez la petite ligne sous le nombril, ça serait pas une jupe ça par hasard? Ce qui me permet de balayer une autre idée reçue, les femmes n'étaient pas systématiquement représentées complètement nues. On connaît beaucoup de représentations féminines habillées. Mais habillées comment, me direz-vous? Je vous le donne en mille, avec des anoraks à capuche. Ce qui paraît un tout petit peu logique parce qu'on est quand même un petit peu en période de glaciation. Alors certes, on peut choisir de se balader nu, recouvert d'huile de phoque. Mais les vêtements, c'est quand même bien pratique. Numéro 3, la Vénus de Hohlefels. Tout simplement parce qu'il s'agit de la plus ancienne Vénus que nous connaissons. Elle est datée entre 40 et 31 000 avant le présent. Oui, parce que je ne compte pas dans les Vénus la soi-disant Vénus de Bérécatram. C'est certes une femme, potentiellement nue, assez gironde, mais elle est complètement en dehors des clous chronologiquement parlant. C'est vachement dur à dire, hein? T'y arriverais toi? Vas-y, dis-le vite pour voir. Elle est complètement en dehors des clous chronologiquement parlant puisqu'on est sur une datation de 230 000 avant le présent. Donc bon, elle ne fait pas partie du phénomène des Vénus du Paléolithique supérieur. Cette Vénus découverte en 2008 a été façonnée dans de l'ivoire de mammouth et elle porte des incisions horizontales qui ont pas mal fait parler d'elle. Pourrait-il s'agir de tatouages ou encore de peinture corporelle? En tout cas, elle n'a pas de tête. Bon, pas mal de Vénus paléolithiques n'ont pas de tête, mais ici, à la place de la tête, il y a un petit crochet qui prouve que cet objet était utilisé comme pendentif. Ce qui me permet de faire une merveilleuse transition avec le numéro 2 du classement, la Vénus de Monruse. Et cette Vénus, elle est intéressante parce qu'elle est assez symptomatique de la schématisation de la silhouette féminine que l'on va représenter de profil à partir du magdalénien. Elle est dans un style très épuré, très sobre, qui correspond à sa datation très récente, puisqu'elle date environ de moins 11 000. Mais elle a bien sûr un point commun avec la Hohlefels, et vous l'aurez remarqué, c'est cette perforation
qui permet de porter l'objet en pendentif. Alors j'en profite pour rappeler que au Paléolithique, l'ornementation personnelle n'est pas forcément le propre des femmes. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde porte de la parure au Paléo. Je l'aime beaucoup cette Vénus aussi parce qu'elle me rappelle un peu certaines œuvres de Constantin Brancusi. D'ailleurs, l'inspiration paléolithique de cet artiste ne s'est pas arrêtée aux lignes sinueuses des silhouettes féminines. Il a également repris à son compte cette ambiguïté entre le masculin et le féminin dans ses sculptures qui sont soi-disant des sculptures de femmes. Parce que bon... Et enfin, numéro 1, la Vénus de Galgenberg, également appelée la danseuse. Elle a été faite dans du schiste vert et je l'aime de tout mon cœur parce que elle est grande, elle est belle, elle est élancée, dynamique, elle est dans le mouvement. Ce qui fait que plein de préhistoriens ont écrit que c'était un homme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura appris des choses sur le paléo. Qu'est-ce qu'on retiendra de tout ça? Eh bien que les hommes et les femmes du Paléolithique étaient suffisamment civilisés pour se préoccuper de leur apparence, que toutes les morphologies de femmes étaient dans la nature à l'époque, comme aujourd'hui, et qu'il faut le respecter, merci. Et surtout, si tu es un chercheur ou jeune chercheur en préhistoire, sache que ce n'est pas parce que tu rajoutes le mot rituel derrière une hypothèse cochonne que ça fait de toi quelqu'un de pertinent. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a besoin d'aller se détendre avant d'écrire son article. Bisous!